Il y a déjà une première question par les personnes qui sont au webinaire. Est-ce que tu as en tête, Hervé, tous les autres pays qui participent à ce projet? Alors, attends. Il y a un site Global Citizen Assembly. Il y a une quinzaine de pays qui se sont engagés à participer à ce processus. Maintenant, nous savons de façon précise que nous avons des informations précises concernant l'Australie, concernant les États-Unis, concernant le Brésil, concernant le Canada, la Grande-Bretagne et la France. Voilà. Les autres, nous ne savons pas où est-ce qu'ils en sont. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un petit détail qui est venu perturber un tout petit peu le jeu, ça s'appelle le Covid. Même s'il s'appelait 19 à l'époque, maintenant on pourrait l'appeler Covid-22 compte tenu de l'étendue de la durée et des dégâts. Donc il y a eu quand même cette affaire de Covid. Voilà, on va faire le point d'ici l'été déjà et puis la fin de l'année. On verra finalement combien de pays peuvent présenter réellement une délibération. Je crois que l'un des grands mérites de ce qui a été fait, et encore une fois bravo aux espaces éthiques régionaux, et c'est pour cela qu'on s'était adressé à vous, c'était pour être au plus près du terrain, pour ne pas recommencer un débat ou ne pas recommencer un échantillon représentatif. Effectivement, tu as raison Sébastien, on aurait pu se tourner vers le CESE. On ne l'a pas fait parce que le maître mot de l'objectif, c'est délibération. Et effectivement, il vaut mieux être conscient de tous les biais, de toutes les insuffisances, comme Hélène l'a fait, mais avoir mis en place une stratégie de délibération et montrer que ça marche, et effectivement allumer l'étincelle qui peut-être, nous l'espérons, se développera, plutôt que de vouloir tout de suite commencer par quelque chose d'un peu grandiloquent ou énorme. Faire des colloques nationaux, on sait faire. Faire des débats nationaux, on sait faire. Faire des délibérations, on ne sait pas beaucoup faire. Et bravo de l'avoir réussi à le faire. Merci. Il y a aussi, c'est vrai, Jennifer Merchant au téléphone, pardon, en visio. Et c'est vrai qu'elle a aussi beaucoup participé à toute cette organisation. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Je vais faire une conclusion brève tout à l'heure, mais je rejoins ce que vient de dire Hervé. Et on n'a pas beaucoup, moi qui sert un petit peu de liaison entre ce qui se fait en France avec l'équipe mère australienne. Je vais en dire quelque chose dans la conclusion. On n'a pas beaucoup d'informations. Surtout, ce qu'on sait, c'est que nous, on a fait le boulot et à moyen constant. Et donc, on attend avec impatience, comme disait mon prédécesseur, on attend avec impatience les résultats parce que nous les avons fournis. Donc, bravo. Voilà. Merci Jennifer. Sur les pays participants, alors il y a les États-Unis, on en a parlé, il y a l'Australie, il y a l'Angleterre. Quels sont les autres pays qui participent? Je t'ai dit, Brésil, Canada, enfin normalement il y a une quinzaine de pays, mais par exemple, nous n'avons aucune nouvelle des Néerlandais qui auraient dû participer, nous n'avons aucune nouvelle des Allemands. Et puis, on serait heureux d'avoir aussi des pays du Sud. Une délibération globale, on ne peut pas imaginer qu'elle se fasse sans les pays du Sud. On a mentionné par exemple les maladies du sang, la bêta-thalassémie ou la drépanocytose, c'est plutôt des maladies du Sud. Si on modifie les moustiques, on va le faire plutôt au Sud. Donc voilà, donc il serait vraiment très regrettable qu'on n'ait pas cette délibération aussi citoyenne qui se passe au Sud, mais là pour l'instant on n'a aucune nouvelle, donc on verra. Voilà. Est-ce que dans la salle peut-être il y a des questions? Ou tout le monde a... Oui. Rebonjour à toutes et à tous. Merci pour l'espace éthique de la France qui a donné la possibilité que moi, Nassima, je suis afghane, j'ai fait ma master à Toulouse, d'avoir pouvoir participer. En fait, je partage deux expériences réelles que j'ai fait un stage à Lyon sur
analyse de souris transgéniques pour étudier des maladies de la jonction neuromusculaire à l'ANS de Lyon, et un autre stage que j'ai fait sur le DPI ou conseil génétique à Toulouse. En fait, ces deux expériences m'ont donné deux avis différents. Par exemple, le stage qu'on a fait à Lyon, c'était super bien fonctionné, mais juste il a eu un petit problème sur le technique. Et ça, c'était juste pour supprimer la maladie neuromusculaire, c'est comme DMD. Il y a un autre stage que j'ai fait à Toulouse, c'était un stage observatif. C'est-à-dire, mon mémoire, c'était sur diagnostic génétique préimplantatoire et mon stage, c'était sur le conseil génétique. J'ai eu un exemple très triste et très fort que jusqu'à maintenant, je suis psychologiquement pas bien. En fait, il a eu un couple qui l'a fait DPI 4 fois. Mais il a tenté 4 fois le PMA, mais 4 fois était échec. Voilà, mon mémoire, c'était sur le échec de DPI. Mais la pauvre couple, il n'avait pas aucun droit au niveau juridique. Il y a quelqu'un pour faire 4 fois le PMA. Mais après, il n'avait pas aucune chance. Voilà, mon question, c'est espace éthique ou soit espace dans une autre région, Île-de-France, on voit que la technique médicale s'augmente très vite. Il y a problème aussi à côté au niveau juridique, au niveau philosophie, au niveau éthique ou médical. C'est comme par exemple, on voit quelqu'un qui est traité avec le chloroquine, on forçait, non, tu prends azithromycine. Ou quelqu'un d'autre qui a la chance de sauver la vie, mais on laissait tomber. Donc, quelle est notre place? Ce qu'on a fait des études en master éthique, qu'on laisse les gens, c'est-à-dire qu'on est plus coupable que les autres qui fait la technique. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des empêchements pour certaines choses? Vous voyez, ça c'est un exemple réel que j'ai vu sur le deux stages que j'ai fait. Il y a un autre, c'est comme une proposition, c'est-à-dire les gens que vous avez questionnés, est-ce que vraiment il était spécialisé sur la philosophie éthique, médicale et juridique. Et si vous faites votre observation, la deuxième proposition, sur les laboratoires de recherche médicale et moléculaire, peut-être que vous avez trouvé beaucoup d'exemplaires d'échecs de techniques et des problématiques. Merci. Merci pour votre remarque et question. En tant qu'espace de réflexion éthique, on n'a pas pour mission de réglementer, d'encadrer la recherche ou de faire nous-mêmes de la technique. On est vraiment là juste pour susciter la réflexion éthique. D'accord ? Donc voilà, c'est ce qu'on a fait là. Après, j'ai entendu ce que vous avez dit et ça pose une autre question qui est celle de l'accompagnement. Mais voilà, nous, bien sûr, on réfléchit aussi à ces questions, mais on ne va pas intervenir au niveau technique ou au niveau de la recherche. Voilà. Sébastien, si tu veux compléter. Oui, merci. Effectivement, c'est une question on pourrait y répondre en plusieurs heures. Il faudrait que vous veniez plus souvent à l'espace éthique Île-de-France pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs dimensions dans ce que vous dites. Et il y a une dimension de travail de terrain, d'éthique de terrain, de comité d'éthique qui relève d'un service, qui relève d'un établissement, et donc d'une méthodologie finalement de réflexion éthique à l'échelle locale, enfin à l'échelle locale d'un établissement ou d'un service. Et donc ça, nous, on accompagne en tant qu'espace éthique les services et les établissements pour créer leur comité d'éthique et les animer. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Après, notre point de vue à nous, dans les différents comités d'éthique, c'est un point de vue qui consiste à dire qu'il faut une autonomie de la réflexion au sein des services. Donc, faire en sorte que les services ne viennent pas nous voir, nous, en disant qu'est-ce qu'on est censé faire. Non, on les forme, on les accompagne, on fait des conférences, on fait des publications comme celle-ci. Et puis ensuite, il y a une forme d'autonomie dans la réflexion. Voilà. Et il y a un deuxième niveau que vous soulignez, je vais répondre très rapidement, c'est le niveau finalement sociétal de débat public beaucoup plus général à l'échelle d'une société.
Et finalement, c'est le deuxième niveau de ce qu'on peut faire au sein des espaces éthiques, et ce dont on parle aujourd'hui, par exemple, sur l'édition du génome. Comment est-ce que on peut s'emparer d'une technique ou des évolutions d'une technique, comment est-ce qu'on peut comprendre ces évolutions, comprendre ces enjeux, problématiser ces enjeux et y apporter une ou plusieurs réponses possibles en vue effectivement de réguler l'utilisation de ces techniques ou de l'utiliser au mieux ou d'accompagner au mieux ces techniques ou de faire en sorte que ces techniques soient utilisées dans le cadre d'une éthique du soin ou d'une éthique de l'accompagnement pour des personnes vulnérables par exemple. Mais ça peut s'adapter à beaucoup de développements technoscientifiques, pas que dans le domaine de la génétique, dans beaucoup d'autres domaines. On l'a vu pendant les états généraux de la bioéthique. Donc il y a peut-être ces deux niveaux de réponse possibles par rapport à ce que vous avez partagé avec nous. Je vous lis aussi une réaction parce que vous savez qu'il y a aussi des gens qui sont en webinaire et donc il y a le chat, donc des réactions. Alors je vous lis une réaction, donc je cite « Notre volonté de tout maîtriser », entre parenthèses, les génomes du vivant, humain, végétal, animal, fermez la parenthèse, est-elle compatible avec une réalité incontournable, virgule, le vivant, complexe et diversifié, est incontrôlable dans sa globalité, point d'interrogation, nous condamnant ainsi à une conscience blessée, malheureuse, cherchant finalement sa maîtrise dans l'autodestruction. Alors c'est signé un professeur de philosophie d'un lycée qui a participé à la démarche, mais voilà, ça rejoint la question qu'on posait. Il y a le souhaitable et puis il y a le possible, le réalisable. Une autre question, alors j'y réponds à brûle-pourpoint. Peut-on imaginer un débat sur un tel sujet dans un pays comme la Chine ? Alors pour info, mais c'est plus de l'anecdote qu'autre chose, il y a 2 semaines, justement, le professeur Grégoire Moutel a représenté la CNRR auprès de l'ambassade de Chine pour parler des débats citoyens sur les questions éthiques. En tout cas, ils étaient très intéressés par notre démarche. Après, est-ce qu'ils vont la mettre en œuvre ? C'est une autre histoire. Mais il faut savoir que dans des pays comme la Thaïlande, par exemple, ils font des débats éthiques très pointus. Le professeur Jean-François Delfrécy, qui est président du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, s'est déjà rendu là-bas. Et on a aussi des choses à apprendre. Ce qu'on fait, c'est bien, mais on peut aussi apprendre des choses d'autres pays. Oui, pardon. Est-ce que... alors, peut-être encore une question ? Sinon, on va conclure en... Ouais, encore une question, et puis on laisse ensuite Jennifer conclure. Bonsoir. Alors, j'ai 2 questions. Enfin, j'ai 1000 questions, mais peut-être je vais me concentrer sur celles qui sont un peu plus factuelles. Déjà, peut-être vous demander pourquoi le choix a été fait de s'intéresser à la fois au végétal, à l'animal et à l'humain, et pas par exemple comme les États-Unis uniquement à l'humain. La raison pour laquelle je pose cette question, enfin les raisons, c'est qu'il a été dit par exemple en début dans les propos introductifs que sans doute il y aurait une convergence, enfin la personne qui faisait l'introduction disait qu'elle imaginait une convergence. Alors c'est peut-être vrai sur ce qui va toucher à l'embryon, parce qu'on voit que la communauté scientifique, notamment quand il y a eu l'affaire des bébés chinois, était assez d'accord pour condamner cette expérience. Pour ce qui est du végétal et de l'animal, c'est beaucoup moins vrai. Enfin, on le voit très bien, la culture d'OGM, elle est autorisée dans certains pays. En France, il n'y a pas du tout de culture d'OGM. Globalement, en Europe, on est plutôt pour pas trop en avoir. Donc là, de ce côté-là, c'est vrai que ce sera peut-être beaucoup plus difficile d'avoir un consensus. Et donc, peut-être d'un point de vue méthodologique, comprendre pourquoi le choix a été fait de s'intéresser à tout ça. L'autre point étant aussi que, y compris en France, on va avoir une vision peut-être plus négative des OGM végétaux ou animaux, alors que quand on est sur de la thérapie génique, on a une vision plutôt positive de ce que ça pourrait apporter. Ça, c'était la première question, et je ne me souviens plus de la deuxième, donc je vais peut-être en rester là pour le moment. Voilà. Merci de votre question. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce il nous faudrait plus de temps pour approfondir. Mais avant de vous répondre, je voudrais quand même qu'on remercie l'Espace éthique Île-de-France d'avoir accueilli cette importante manifestation.
évidemment co-organisé avec le comité éthique de l'INSERM et donc la CNRR, qui est très bien représentée par Hélène Gebel. Juste bon, pour vous alimenter la réflexion, vous savez, Hubert Reeves disait on fait la guerre à la planète, on fait la guerre à la nature. On espère tous qu'on ne va pas la gagner, cette guerre. Parce que la nature a autant besoin de soins que les êtres humains. Et je crois que d'avoir aussi ouvert le débat sur les animaux et sur les végétaux, c'est extrêmement important. Moi, je suis aussi juriste de formation en dehors de ma qualité de psychiatre et de représentant d'Espace Éthique de Bretagne. Juste avant la crise Covid, il y a eu un arrêt international extrêmement intéressant pour les juristes qui s'appelle l'arrêt Notre Terre. C'est une histoire des communautés autochtones en Argentine qui ont été détruites. Et donc, devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il y a eu un arrêt très intéressant qui dit que la planète, la nature, a un droit autonome d'exister, autant que les êtres humains, et que c'est extrêmement important de pouvoir aussi prendre en compte ces écosystèmes. Parce que si on détruit les écosystèmes, on ne va pas s'en sortir. Donc cette technique révolutionnaire, moi je ne vais pas conclure dessus, ma collègue qui est en visio va le faire bien mieux que moi, mais elle est aussi destinée aux animaux et aux végétaux, et elle n'est pas faite pour faire la guerre à la planète et à la nature, elle est faite dans un esprit de paix, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois. Je n'ai pas répondu précisément sur la question des OGM, mais vous voyez un peu l'idée. Juste pour compléter, l'objectif n'était pas, au cas où c'était mal compris, de hiérarchiser les deux questions, qui les deux sont tout aussi importantes. C'est plus une réflexion sur la capacité finalement à réussir à répondre à la question si on ne la segmente pas. C'était plutôt ça l'idée de la question. Je crois que pour nous, c'était l'inverse. C'était la capacité à répondre à la question si on segmentait et qu'on ne traitait que les êtres humains. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas si évident puisque d'autres pays n'ont pas fonctionné comme ça. Je vous propose qu'on passe à la conclusion.